l'ancienne façon de penser que dès qu'il y a une étape microbiologique, on est dans le prostate, cette ancienne façon de penser me semble aujourd'hui produire des effets qui sont contestés par les sélectionneurs eux-mêmes. Donc vous voyez comment l'évolution sur 30 ans d'un droit a été une évolution qui me semble non maîtrisée, même si un certain nombre de législateurs, dont le législateur français d'ailleurs, ou européen dans certains cas, ont essayé de poser des limites, mais la volonté de suivre les Américains pas à pas a produit des effets qui sont difficilement réversibles maintenant. J'avais trouvé c'était assez amusant, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, probablement pas, une citation d'un conseil en brevet français qui disait « Il faut absolument changer toutes nos règles pour arriver à porter les variétés végétales, on est en retard sur les États-Unis ». Alors ce qui m'amuse maintenant, c'est que les Américains qui ont superbement ignoré et détruit la doctrine européenne sur la nécessité du domaine public écrivent aujourd'hui des milliers de pages sur la nécessité de reconstituer un domaine public qu'ils sont en train de découvrir. Donc, bon, voilà. Alors évidemment, ils ne nous citent pas et ne s'intéressent pas à ce qu'on a pu faire. Ça, on est habitué. Mais enfin, ça laisse une impression relativement bizarre. Alors voilà, je suis bien consciente que le sujet ne me permettait pas, me semble-t-il, de parler de la biodiversité dont vous avez l'habitude, qui est une biodiversité sauvage en général. La question des brevets concerne presque exclusivement, pas totalement, mais presque exclusivement la biodiversité cultivée, qui est un compartiment de la Convention sur la diversité biologique, mais qui est un compartiment que généralement on délaisse un petit peu parce qu'on l'attribue beaucoup plus à la FAO qu'au PNUE. Voilà, je vous remercie de votre attention et du courage que vous avez eu pour venir malgré la crise. Le chauffage au CNAM ne serait pas. Bon, non, mais merci beaucoup. Je suis complètement incompétent dans ce domaine. Mon domaine est l'épidémiologie, mais j'ai eu à toucher une problématique de ce genre que j'ai traité de façon très naïve quand j'étais au ministère de la Santé, puisque l'Institut Curie était venu me raconter qu'une entreprise américaine avait breveté des gènes qui d'ailleurs sont des découvertes épidémiologiques qui sont associées à un risque élevé de cancer du sein. Et c'est un gène marqueur familial, c'est-à-dire qu'en recherchant ce gène chez les enfants des femmes ayant eu un cancer du sein, on sait que si ces gènes, qui s'appellent BCRA1 et 2, sont présents, le risque que les filles de ces mères atteintes de cancer du sein fassent elles-mêmes un cancer du sein est considérablement accru. Mais considérablement accru. C'est vraiment un marqueur très puissant et qui justifie d'ailleurs une mise sous traitement anticancéreux préventif en quelque sorte. Et cette entreprise américaine demandait qu'elle avait mis au point une technique de repérage et d'identification de ces gènes et elle demandait et elle demande encore, je crois que l'affaire n'est pas
terminer effectivement un brevet sur le gène ou la méthode qui permet d'identifier la présence du gène, mais c'est le gène. Donc voilà, moi ça m'a intéressé. Si j'avais su ça à l'époque, je crois que ça m'aurait aidé dans mes raisonnements. Je voudrais juste en introduction que tu reviennes sur un point que tu n'as pas complètement explicité. Tu as dit à partir de 1981, cette évolution. L'arrêt Chakrabarty, l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Donc le problème n'était pas bien aperçu, il commençait à fermenter depuis longtemps, mais il n'était pas bien aperçu. Et il y a quand même un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, ça ne passe pas inaperçu. Et donc à partir du moment où, dans l'affaire Chakrabarty, le juge américain a rappelé que tout ce qui était fait de la main d'homme sous le soleil était brevetable, et que ce n'était pas parce que c'était un organisme vivant que ça n'était pas brevetable, c'est là que ça a lancé les premiers débats. Mesdames et messieurs, vos questions sont les bienvenues. Pas de questions? Si, j'en vois une. Je vais poser la deuxième question, parce que la première est très difficile. Merci. Je ne sais pas si pour les brevets dont vous venez de parler, il y a la même graduation que dans les brevets industriels, technologiques, où il y a une protection nationale, européenne ou mondiale, sachant que chacun de ces degrés coûte des sommes considérables. Et que naturellement, nos amis américains ont beaucoup plus de facilité à ouvrir le monde que d'autres pays qui n'ont pas de moyens. C'est sa première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que ceci implique la possibilité de surveiller le respect des brevets qu'on a pris au niveau dont j'ai parlé. Et ça, c'est aussi une affaire de sous. Alors, est-ce que c'est comme ça aussi pour le vivant? Oui, bien sûr. Ça, c'est une organisation générale, même si de plus en plus, et particulièrement dans les brevets dont j'ai parlé, la prise de brevet est directement au niveau européen. Mais enfin, ça ne fait pas d'économie particulière. Ça coûte très cher, et vous avez raison, ce qu'on appelle la veille technologique coûte très cher. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je travaillais plus que maintenant avec l'industrie, on m'avait dit qu'on mettait un ingénieur pour 4 brevets importants et je ne sais plus combien de brevets moins importants. Donc vous imaginez au coût de l'ingénieur ce que ça coûte. Alors, en revanche, dans un certain nombre de domaines liés au vivant, pour l'instant, parce que je pense que ça ne durera pas, probablement ça doit être moins onéreux dans la mesure où pour vendre une variété végétale résistante à un herbicide, par exemple, on fait une publicité et les résistances au Roundup, on les connaît. Donc à partir du moment où un semencier annonce qu'il vend une résistance au Roundup, on va faire une vérification rapide. Et je pense que ça coûte ça coûte pour l'instant moins cher que dans certains domaines de l'industrie où le bruit de fond technologique est beaucoup plus important, je dirais. Mais ça ne devrait pas durer, c'est pareil. Merci. Oui, je voulais demander si ça impliquait la responsabilité, en fait, d'avoir un brevet, d'accord, on touche des royalties, mais est-ce qu'en même temps, on est responsable? Est-ce que si dans 20 ans, on s'aperçoit que la toxine BT a donné des maladies non? Enfin, ça n'est pas le brevet qui vous rend responsable, c'est le droit de la responsabilité. Donc ce sont deux champs complètement séparés. Le breveté ne garantit pas la sécurité des produits en tant que breveté. En revanche, celui qui va mettre sur le marché, qui n'est pas forcément le breveté, qui peut être le licencié, lui va être tenu de la responsabilité du fait des produits
comme n'importe quel autre fabricant, sachant que dans notre domaine, on est généralement dans ce qu'on appelle l'exclusion pour risque de développement. Oui, c'est ça. Donc les semenciers ont fait voter, c'est les semenciers qui seraient responsables, enfin, et ils ont fait voter une directive responsabilité qui les exclut de responsabilité, je crois. Oui. Il y a une directive en France. Je ne connais pas exactement le... Non, je pense que là, faites attention à ce qu'on trouve sur Internet, parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi. Non, il y a un régime spécial de responsabilité de l'agriculteur qui sèmerait, s'il avait le droit, une variété transgénique, qui serait responsable des pertes économiques, si pertes économiques il y a, de ses voisins immédiats qui auraient été contaminés et qui ne pourraient pas vendre, par exemple, bio parce qu'ils ont été contaminés. Donc là, il y a un régime spécial de responsabilité qui doit être permis par la constitution d'un fonds d'indemnisation, lui-même abondé par je ne sais plus combien d'euros à l'hectare de plantes transgéniques plantées. Et c'est les agriculteurs qui payent, c'est pas les semenciers. Et par ailleurs, je dis bien par ailleurs, vous avez la responsabilité de droit commun. Donc là, il n'y a pas du tout d'exclusion. Enfin, mon info ne venait pas d'Internet, mais des courriers de l'environnement de l'INRA. Écoutez, l'INRA a toujours refusé d'engager des chercheurs juristes, ça lui manque peut-être. Vous avez mal compris quelque chose, je ne sais pas. Il faudrait montrer le... Oui, on peut vous envoyer un mail. Bien sûr. Vous parliez que ça se développait aussi sur les nanotechnologies. Alors, est-ce que ça se fait déjà? Est-ce qu'il y a des